On tombe souvent sur des objets assez étranges et surprenants dans notre pèlerinage à travers la vaste galaxie du cinéma de science-fiction. Des fois, c'est des belles surprises. C'est le cas aujourd'hui, une très belle surprise en fait. Le film d'aujourd'hui, c'est Felidae. Felidae de 1994. C'est un film d'animation allemande, un film qui a beaucoup réussi en Allemagne, un film culte mais pratiquement inconnu ailleurs. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Je l'ai écouté il y a pas très longtemps. J'ai vraiment adoré ça. J'ai été extrêmement impressionné par le film en fait. Donc tout à l'heure, je vais vous donner les principales raisons pourquoi. C'est vraiment excellent, ça vaut le détour, c'est facile à trouver, c'est sur YouTube. Et en réflexion, ben, le film, c'est un film allemand, ça mentionne des thématiques liées avec le nazisme, au moins par la bande, mais il y a une citation vraiment explicite à un moment donné. Puis en réflexion, on parle un petit peu de ça, un sujet épineux en vérité, parce qu'on parle du discours racial non seulement en Allemagne nazie, mais on va le comparer avec celui de la Grande-Bretagne et celui des États-Unis. Donc, essentiellement, notre question, c'est la fonction narrative du racisme et ou de l'antiracisme dans la trame narrative totalitaire. Wow! Donc, c'est du solide, mais avant tout, notre film, qui est absolument génial, ben c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un film d'animation, je l'ai mentionné, c'est réalisé par Michael Schack, ou Schick, je ne sais pas certain comment ça se prononce, d'après une série de romans d'Akif Perinci. Dans les voix, on a Klaus Maria Brandauer dans la version allemande, le légendaire Klaus Maria Brandauer qu'on a vu entre autres dans Mephisto. C'est pas un film de genre, mais ça vaut largement le détour, là, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et Ulrich Tucker, je crois qu'il s'appelle, qui jouait Guderian dans le Solaris de Soderbergh. Qu'est-ce que ça raconte? On est en Allemagne au début des années 90 et on a un chat qui vient d'emménager dans une nouvelle maison avec son ouvreur de boîte de conserve. Qui est un spécialiste de l'Antiquité ou je sais pas trop quoi. Et ben, c'est ça notre nouveau chat, qui est notre héros et narrateur, qui est un détective, en vérité, un chat détective. Ben, il est à peine arrivé qu'il découvre qu'il y a une série de meurtres de chats, bien entendu, dans le quartier. Et il se lie d'amitié avec un gros matou bougon, mais plutôt sympathique, ultimement. Et il va découvrir que, c'est ça, il y a un tueur en série félin dans le quartier. Notre chat et son copain vont faire enquête. Ils vont découvrir, entre autres, non seulement une secte étrange et mystérieuse, une secte de chats avec un genre de culte plus ou moins apocalyptique, et aussi l'existence d'un savant fou, un savant humain cette fois, qui a fait des expériences terrifiantes sur des chats, justement. Donc, il y a toute une série d'intrigues entremêlées comme ça qui se mélangent ensemble, puis ça monte en intensité et ça devient vraiment très intense et très prenant. C'est étonnant comme film. C'est un film d'animation, mais en vérité, c'est un film d'animation pour adultes. Et est-ce que notre chat va réussir à découvrir le secret de tous ces meurtres, le terrible secret du complot diabolique qui se cache derrière ces meurtres sordides? Ben, une seule manière de le savoir, évidemment, c'est de regarder le film. Vous l'aurez compris, je vous le recommande avec la dernière énergie, c'est excellent. Et sans plus tarder, pourquoi c'est bon? Il y a trois raisons, comme toujours. Fondamentalement, c'est que c'est un excellent film d'animation, un des meilleurs que j'ai vu de ma vie, avec des personnages qui sont à la fois intelligents et intéressants au niveau de ce à quoi on s'attendrait comme des personnages, c'était des personnages humains, mais en même temps, ce sont entièrement des chats, et l'intrigue est malade mentale. Donc, première raison, l'animation. Ben, c'est un film d'animation fait à la main, déjà, donc c'est pas de l'animation par ordinateur. Puis moi, je fais partie des gens, peut-être parce que j'ai grandi avec ça, qui préfèrent de très loin l'animation faite à la main. L'énergie est pas la même, le charme est pas le même, puis la saveur est pas la même, puis moi j'aime la saveur à l'ancienne. Ici, non seulement c'est une animation faite à la main, mais avec un très haut niveau d'artisanat. Ça a le niveau de qualité des
film de Walt Disney de la grande époque essentiellement. Mais ça a aussi un niveau d'animation comparable à celui qu'on trouve dans The Wall de Pink Floyd. Puis en vérité, comme on va le voir dans l'intrigue, le film est un mélange de tons, de détective, de science-fiction, etc. Puis il y a une très très forte composante d'horreur. C'est un film de tueur en série. Il y a des séquences de cauchemars essentiellement, il y en a plus qu'une, qui pourraient être tirées essentiellement de Pink Floyd The Wall, là, qui ont ce genre d'esthétique-là, puis qui sont absolument terrifiantes. Il y a aussi des séquences d'action, là, où est-ce que les chats se poursuivent les uns les autres, etc. Puis ça aussi, c'est extrêmement bien réalisé, c'est prenant, c'est saisissant. Donc, comme film d'animation, là, si on le prend uniquement au niveau dessin animé, c'est un excellent. C'est encore une fois, un des meilleurs dessins animés que j'ai vu certainement depuis il y a très longtemps. Deuxième raison, mais j'ai mentionné que c'était une histoire de chat, et oui, ce sont des chats anthropomorphisés, ils parlent, ils sont capables, ils savent lire, ok, il y en a un qui est même capable d'utiliser un ordinateur, etc. Ça fait que c'est à ce côté-là, fantaisiste si on veut, mais en même temps, à part pour ces détails-là, à tous les points de vue, on reconnaît des chats. Les chats se comportent exactement comme des chats dans la vraie vie. Ils marquent leur territoire. Le gros chat bougon, il pisse un peu partout essentiellement. Puis j'oublie son nom, là, mais Matou était ici, puis là, bon, il marque son territoire. Mais il y a une scène de baise à un moment donné. Ben, ils baissent comme des chats, ils se mordent le cou, etc. On reconnaît comment des chats en chaleur se comportent. Comment est-ce qu'ils marchent, comment est-ce qu'ils courent, comment est-ce qu'ils réfléchissent d'une certaine manière. Là. Donc, tout ça est intégré dans les personnages, puis leur donne une sorte d'étrangeté, essentiellement, qu'on reconnaît parce que c'est des chats. Puis moi j'adore les chats, donc évidemment, ça me fait, ça me fait plaisir d'en voir, mais j'ai trouvé que c'était un grand tour de force, en vérité, d'avoir réussi à créer des personnages qui sont à la fois aussi intéressants, différents les uns des autres, attachants, profonds, mais en même temps qui se comportaient exactement comme des animaux, là, comme cet animal-là en particulier, le fameux félidé, justement. Troisième raison pour laquelle c'est bon, c'est l'intrigue. C'est en même temps un film policier, un excellent film policier avec une super bonne histoire. J'ai un petit peu moins aimé la fin, là, genre le dernier 5 minutes, mais tout le reste, c'est une excellente histoire policière avec des rebondissements, des revirements, des situations inattendues. Tout ce que vous pourriez possiblement vouloir d'un film policier, vous l'avez là-dedans. Mais en plus de ça, je l'ai mentionné, c'est un film d'horreur. Film d'horreur comme Seven est un film d'horreur essentiellement. Puis aussi avec les séquences hallucinatoires, un film d'horreur presque fantastique en vérité. Là, ça ne l'est pas parce que c'est des hallucinations puis des rêves, là, mais ça a la saveur du film d'horreur. C'est horrifiant. Là. Puis il y a aussi le côté film de science-fiction que j'ai mentionné, avec un savant qui fait des expériences. Puis tout ça est mélangé de manière extrêmement habile dans l'intrigue, dans l'histoire. Ça fait que c'est fascinant et intéressant et captivant au niveau narratif, au niveau de ce qui est raconté, mais aussi au niveau émotif, au niveau affectif. Là. Ça fonctionne à tous les niveaux. C'est vraiment bon. Puis il y a une scène de meurtre en particulier à un moment donné, là. Votre sang ne fera qu'un tour, là. C'est absolument... c'est pas mal plus épouvantable que la scène des scènes de meurtre dans la plupart des films que vous avez vus, là. C'est une grande réussite, puis c'est une séquence, mais tout le film est juste vraiment excellent comme film. Comme film d'animation, comme portrait des chats à l'écran, puis comme intrigue, tout est bon là-dedans. Donc je mentionnais encore une fois que le film n'a pas été distribué en Amérique du Nord, puis du coup est très peu connu à l'extérieur de l'Allemagne. C'est vraiment dommage parce que c'est un classique en vérité. Ça mérite de l'être, puis ça mérite absolument là, que vous fassiez le détour pour en trouver une copie. Un détour, encore une fois, très rapide. Là, il est sur YouTube, non seulement en version allemande, mais en version doublée anglaise. Il y en a une, puis en version française. Alors, je pense que c'est un gars, un volontaire. C'est quelqu'un sur YouTube qui a carrément plus ou moins créé les voix existaient, mais c'est lui qui a fait le montage. Peu importe, là, je le mentionne pour remercier ce gars-là. Écoutez-les, c'est super bon. En ce qui concerne ma fameuse réflexion, la démocratie est un régime totalitaire. Nous ne voulons peut-être pas le croire, mais nous le savons.
L'a-t-elle toujours été ou s'agit-il d'un développement récent, peut-être de l'évolution d'une tendance qui était à l'origine peut-être uniquement une sorte de potentiel latent? Ce qui est certain, c'est que ce que nous appelons la démocratie, passé les premières objections que nous érigeons tous dans nos esprits, présente à pratiquement tous les niveaux les caractéristiques fondamentales et immédiatement observables du régime totalitaire. La domination totale, absolue, mondiale, de tous les aspects de l'existence physique, morale, intellectuelle, spirituelle, maintenue par la force, la terreur, les polices secrètes, les coups d'État, les invasions, les répressions, pire encore, mais aussi par la complicité collective, non seulement tacite, mais bien souvent enthousiaste, de tout le monde, nous tous, et en même temps par notre déni. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce déni. Comment il se maintient en place dans notre propre psyché. Comment nous le maintenons. Tout régime totalitaire efficace a besoin d'une part de déni. C'est parce que la pierre d'assise du totalitarisme, c'est la complicité collective de tous dans ces crimes. Une complicité, donc, non seulement dans la terreur sur laquelle repose le régime, mais aussi dans le confort qu'il procure. Il n'y a rien à faire après tout. Autant en profiter. Ce qui maintient le déni en place, c'est la trame narrative. Un réseau d'idées interreliées, souvent contradictoires en surface, mais d'une parfaite cohérence idéologique. La démocratie, c'est le capitalisme. L'un ne va pas sans l'autre. La démocratie et le capitalisme sont deux éléments de la trame narrative du régime. Les noms qu'il se donne selon le visage qu'il choisit de montrer. Mais ce régime où nous vivons a un troisième visage, qu'il ne nomme jamais. Il l'affiche ouvertement et à chaque instant, tout en niant son existence. S'il le cache, c'est qu'il s'y sent vulnérable. Parce que c'est là où se trouve son cœur véritable. Ce cœur de la démocratie, du capitalisme, c'est l'Empire. L'Empire qui plus est d'un peuple, un peuple précis, qui affirme qu'il n'existe pas. Quelle est la langue du commerce et du progrès, la langue de la science et du divertissement? Quelle est la monnaie qui sert de jalon à toutes les autres? Quelle est l'armée dont les invasions sont toujours moralement justes et inattaquables? Bien sûr, il existe des pays, des régions entières qui en principe échappent à l'hégémonie de cet empire. Ils sont faciles à identifier. Ce sont les méchants. La Corée du Nord, la Chine, la Russie, le mal absolu dans notre histoire. Et leurs crimes sont maléfiques. Mais, de notre côté, pas de crime. Nous, c'est le bien. Mais pas n'importe quel nous. Le nous inclusif. Le bon nous. Le nous impérial. À notre époque, l'autorité morale du régime repose sur un thème central, l'antiracisme. L'idée, le mot même de racisme, éveille en nous, tout de suite,
un barrage d'émotions puissantes, la colère, la rage, la honte. Il suffit d'en parler pour que notre corps réagisse. L'intensité de ces émotions nous indique qu'il se passe ici quelque chose d'important. Mais quoi? Les histoires que les régimes impériaux de l'ère moderne racontent à ce sujet peuvent nous éclairer. Comparons 3 trames narratives, celle des nazis, la quintessence du régime politique explicitement raciste, celle de l'Empire britannique, qui invente le racisme moderne, et celle de l'Amérique contemporaine, où le racisme est devenu synonyme du mal absolu. Ce qui est d'autant plus curieux que l'Empire britannique et le non-empire américain reposent tous les deux sur les mêmes institutions, les mêmes rapports de pouvoir, les mêmes croyances structurantes, la démocratie représentative, la loi du marché, la science et le progrès, et bien sûr un réseau complexe de rapports de domination planétaire. Mais il n'y a pas de domination. Tous les hommes sont des frères. Prétendre le contraire est raciste. À notre époque, tout le discours public tourne autour du racisme, un mal absolu, omniprésent, mais au contour indéfini. À l'époque nazie, le racisme est très facile à définir, à identifier. Ses contours sont on ne peut plus précis. Le film d'aujourd'hui y fait référence. Le sang, la pureté de la race. Alors, mentionnons ici que ce que Adolf Hitler lui-même croyait réellement, ce que lui avait en tête quand il parlait de la race allemande, d'après beaucoup de sources, c'est beaucoup plus bizarre que ce qu'on croit réellement. C'est pas forcément ce qu'on va décrire ici. Là. Sa vision à lui, apparemment, selon certaines sources, en tout cas, était beaucoup plus ésotérique, basée sur des écrits théosophiques, des choses comme ça. Ça serait à étudier. Mais en pratique, pour monsieur, madame, tout le monde, pour la plupart des hauts fonctionnaires nazis, eux, ce qu'ils avaient en tête, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Un bon exemple de ça, c'est de regarder les regrettables écrits politiques de Martin Heidegger. En particulier, c'est le texte que je vais utiliser ici, mais très rapidement, là, juste dans les grandes lignes, la question fondamentale de la philosophie, die Grundfrage der Philosophie. Un cours qu'il a présenté en 1936-37, à l'époque de son fameux rectorat à Fribourg, fameux, c'est-à-dire infâme. Martin Heidegger, donc, la légende de Martin Heidegger, c'est un philosophe allemand, okay? Donc, ce qu'on a retenu de lui, c'est la profondeur de sa pensée, la difficulté presque caricaturale de son écriture, et son adhésion enthousiaste au nazisme au milieu des années 30, suivi, après la guerre, de son refus d'expliquer cette adhésion, de s'en excuser, ou même d'en parler, au moins publiquement. Beaucoup de gens utilisent les deux derniers points pour invalider le premier. Heidegger, telle est plus ou moins l'opinion courante à notre époque, est un vieux réactionnaire dont toute la pensée serait indissociable du nazisme, et, par surcroît, un mystificateur qui utilise un langage impénétrable à dessein pour obscurcir la vacuité réelle de son propos, de la poudre aux yeux. Ce n'est pas du tout mon avis. Mais c'est un sujet pour un autre jour. Ce qui est certain, c'est que le texte de Heidegger, dont on parle aujourd'hui, est absolument indéfendable, à tous les points de vue, injustifiable, autrement que par un aveuglement aussi tragique
que prodigieux. Nous n'aurons hélas pas le temps aujourd'hui d'entrer dans le détail du texte, mais voici les grandes lignes. Alors, l'Allemagne vient de vivre une révolution, dit Heidegger. C'est la prise du pouvoir par les nazis. Cette révolution est l'éveil et l'expression de la nature profonde du peuple allemand. Cette nature est indissociable du sang et de la terre, Blut und Boden, une formule fréquente à l'époque. Mais Heidegger y ajoute aussi une fonction spirituelle qui est d'accomplir la mission sacrée de la civilisation occidentale, qu'il associe à la philosophie grecque. Cela s'accompagne, bien entendu, d'une autre mission sacrée, à savoir la domination de l'Occident, et sans doute celle du monde. Alors, il ne rentre pas dans le détail là-dessus, mais c'est plus ou moins... Ça ressemble à ça, entre les lignes. OK. Le nouveau chef de l'Allemagne est l'agent providentiel venu accomplir cette mission. Mais le chef doit aussi être philosophe, etc., etc. Bon. Qu'est-ce qui est implicite dans cette version de l'histoire? Les êtres humains se divisent par race. C'est une présupposition. Ces races se caractérisent, toujours dans les présuppositions prises pour acquis, par le sang, c'est-à-dire la lignée biologique des ancêtres à aujourd'hui, et par un territoire particulier, le sang et la terre. Les races ont aussi, d'après Heidegger, des différences à la fois culturelles et essentielles. Les Portugais ou les Polonais ont aussi leur sang et leur terre. Ce sont des peuples européens. Mais ils n'ont pas la mission sacrée d'accomplir le destin de l'Occident au complet. L'Allemagne, génétiquement et spirituellement, doit dominer le monde. C'est son devoir et sa responsabilité dans cette version de l'histoire. Mais à la même époque, les années 30, on a déjà un autre peuple qui non seulement domine le monde entier, mais présente cette domination comme l'expression de son devoir et de sa responsabilité sacrée. White man's burden. Ce peuple, bien entendu, ce sont les Britanniques, qui sont gentils, d'une déconcertante, j'oserais presque dire, d'une désarmante gentillesse. Okay? J'adore les Britanniques, ils sont merveilleux. Okay? Mais, j'en ai déjà parlé ailleurs, je dirais donc rapidement aujourd'hui. Les Britanniques ont, pendant près d'un siècle et demi, dominé la politique mondiale. L'Angleterre n'est pas le premier empire à s'imposer en Occident dans les 500 dernières années. L'Angleterre saisit le sceptre impérial des mains de la France, qui l'a tenu environ un siècle. Avant eux, l'Espagne avait eu cet honneur, ou, à tout le moins, la dynastie des Habsbourg. On y revient dans un instant. Mais, tant la France que l'Angleterre représentent des moments charnières dans la mise en place de l'impérialisme contemporain. La France, c'est la création de l'État moderne, ce qu'on appelle, à tort, l'État-nation. La France devient la puissance dominante à l'issue de la guerre de 30 ans, un des épisodes les plus horribles de l'histoire de l'humanité. Avant cette guerre, ce ne sont pas les États qui dominent, mais les familles sur les trônes. Les Habsbourg règne sur l'Espagne, mais aussi sur l'Autriche, la Toscane, la Lorraine. Différentes branches, oui, mais d'une même famille, d'une même dynastie. Cette manière de penser la politique internationale mène à la guerre de 30 ans. Une guerre tellement atroce, qui a duré tellement longtemps, qui a tellement traumatisé les gens, qu'ils ont cru, à l'époque, qu'ils vivaient l'apocalypse biblique.
l'État moderne vise à empêcher que se reproduisent de telles catastrophes. Il le fait en décrétant qu'un pays a des frontières et qu'à l'intérieur de ces frontières, c'est le dirigeant du pays qui décide. Les exclus ici, ce ne sont pas le peuple qui n'ont jamais eu voix au chapitre. Ce sont les autres dirigeants. Alors, sur la voix au chapitre, il y aurait des nuances en vérité, là, mais encore une fois, sujet pour un autre jour. La France est le premier grand État moderne, mais elle demeure un État féodal. Un féodalisme qui vit ses dernières heures. Et c'est elle, la France, on le sait, qui signe l'arrêt de mort officiel du féodalisme avec la Révolution française. La France, à ce moment, tente de mettre en place un régime parlementaire, mais elle ne l'invente pas. Le modèle, c'est celui de l'Angleterre. L'Angleterre ne le prend pas comme un compliment. Tout le 19e siècle est, en Europe, l'histoire de la tentative, par l'Angleterre, d'anéantir la Révolution. Ce n'est pas ce qu'elle dit qu'elle fait, mais c'est ce qu'elle cherche à faire. Elle n'y parvient qu'à moitié. Mais ce qu'elle réussit à faire, c'est de saisir l'occasion pour remplacer la France comme puissance dominante, non seulement en Europe, mais sur toute la Terre. Et c'est justement à cette époque où apparaît le racisme que nous connaissons, ses thèmes, sa trame narrative. Le peuple élu, la supériorité génétique, les justifications pseudo-historiques et pseudo-scientifiques, la mission sacrée de dominer le monde. Pourquoi? Presque certainement parce que cette histoire n'était ni possible, ni nécessaire avant. L'Angleterre est la première superpuissance de l'époque capitaliste. À beaucoup de points de vue, c'est elle qui invente le régime où nous vivons, à son image et à sa ressemblance. Le parlementarisme, la suprématie de la classe économique, une certaine manière de concevoir les rapports culturels, peut-être. L'économie féodale repose sur la production agricole. L'économie capitaliste repose sur le profit. En gros, obtenir quelque chose à bas prix et le revendre plus cher. La grande ironie, c'est que l'économie capitaliste, comme modèle économique, n'est jamais viable. Ce qui coûte cher dans un produit ou un service, quel qu'il soit, c'est toujours la main-d'œuvre. La seule manière de créer du profit, c'est de moins payer les gens. Idéalement, pas du tout. Il ne s'agit pas ici d'une diatribe léniniste. J'ai moi-même eu une compagnie pendant des années. Faites le calcul. Mais les produits, les services, encore faut-il que quelqu'un les achète. On ne peut pas à la fois produire quelque chose qu'on peut vendre à profit et avoir assez de gens qui ont les moyens de le payer. C'est ici qu'intervient l'Empire, qu'il doit intervenir. L'Empire crée de la main-d'œuvre à bon marché, du cheap labor, et de nouveaux acheteurs potentiels. Quand l'Angleterre fait la guerre à la Chine à 2 reprises au 19e siècle, c'est pour la forcer à acheter l'opium de la East India Company. L'impérialisme est donc absolument nécessaire au capitalisme, consubstantiel à ce que nous appelons la démocratie.
Le profit est la raison d'être du régime. Or, sans conquête, le profit est impossible. Mais le vice économique, inhérent au système, ne disparaît pas pour autant. Le problème peut être repoussé, mais le principe économique fondamental repose sur une contradiction impossible à résoudre. Il est donc facile de constater que le capitalisme n'est pas et n'a jamais été un système économique. C'est un régime politique qui se justifie par un discours économique cousu de fil blanc. Ce que nous appelons notre liberté, notre niveau de vie, que nous justifions par notre bonne conscience, est au prix de cette guerre mondiale permanente. Sans conquête, il n'y a pas de démocratie. Mais pour la conquête aussi, il faut de la main-d'œuvre. Une guerre féodale était la prérogative de la caste militaire, la noblesse d'épée. D'Artagnan dans Les Trois Mousquetaires vient de la petite noblesse de campagne, la très petite noblesse, ou au moins sa famille prétendait qu'elle était de cette noblesse, ce qui revient au même. Les rangs des armées féodales sont souvent gonflés au moyen de bandes de mercenaires, mais ni la noblesse déchue, ni les mercenaires n'offrent de solution aux problèmes de main-d'œuvre de la guerre moderne qui exige des quantités colossales de soldats. Il n'y a que dans la population générale qu'on peut le trouver, l'ancien tiers-État, le peuple. La contrainte et la faim peuvent en convaincre plusieurs. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais est-ce que c'est suffisant? Napoléon avait bâti la Grande Armée non seulement autour de sa propre légende, mais de l'idée qu'il incarnait la Révolution française. Et on sait la dévotion profonde que beaucoup de soldats de la Grande Armée ont entretenue pour l'empereur, même longtemps après sa mort. L'Angleterre n'a pas ce luxe. Sa population, depuis l'avènement du capitalisme, qu'essentiellement elle invente, vit en grande partie dans des conditions d'horreur et de misère qu'on a beaucoup de misère à imaginer et à concevoir aujourd'hui. Est-ce que c'est une coïncidence? C'est vers cette époque qu'on voit apparaître en Angleterre l'idée du White Man's Burden. L'homme blanc est, culturellement, génétiquement, supérieur à tous les autres. Son destin est de conquérir les malheureux qui n'ont pas eu cette chance. La conquête n'est pas un crime, c'est un service que les peuples ingrats qui sont conquis sont incapables de comprendre et d'apprécier. Mais le conquérant leur pardonne. Ça fait partie de son fardeau civilisationnel. Rudyard Kipling. L'Angleterre n'a pas le monopole des discours sur la race, on pense à Gobineau évidemment, ni de l'association de la race avec la couleur de peau, mais l'Angleterre en fait un thème récurrent, presque omniprésent, qu'on retrouve dans la culture populaire, dans la littérature par exemple, jusqu'au 20e siècle. Tarzan. Toutefois, cette race blanche, il ne suffit pas d'avoir la bonne couleur de peau pour y appartenir. La race blanche dont parlent les Anglais n'inclut pas les Irlandais, par exemple. No Irish, no blacks, no dogs. De telles pancartes n'ont jamais existé, disent les Anglais, à gauche et à droite. Les Irlandais disent autre chose. Le Union Jack britannique représente les 4 États du Royaume-Uni. L'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles
et l'Angleterre. Les Irlandais sont des Celtes. Peu importe leur couleur de peau, ce ne sont pas des Blancs. Les Écossais sont des Celtes. Les Gallois sont des Celtes. Sont-ils des Blancs? Les Anglais d'Angleterre, eux, qui sont venus du continent pour envahir les Celtes, eux sont Blancs. Le fardeau impérial, c'est le leur. Les autres le subissent. Les premiers à l'avoir subi, ce sont les Celtes. Les Français d'Amérique, qui ont été conquis au début de l'âge d'or de l'Empire britannique, ne sont pas des Blancs. Ils ne l'étaient pas, à tout le moins, tant que le racisme a joué le rôle du bien dans la trame narrative impériale, c'est-à-dire jusqu'à une date très récente. Jusqu'aux années 1960, au moins, on pouvait se faire répondre « Speak white » si on parlait français à un anglophone dans les rues de Montréal. Speak white. Un phénomène, disent les historiens anglophones d'aujourd'hui, qui n'est jamais arrivé. Qui, en fait, est une preuve du racisme des Français d'Amérique. Quand il s'agit de recruter des soldats chez le petit peuple anglais, nul doute que l'idée que celui-ci appartient à un groupe élu et privilégié sous un prétexte ou un autre a été d'une grande utilité. Il n'est pas invraisemblable, en plus, que ces récits aient contribué à justifier l'étendue de ces crimes à la classe dominante. En fait, c'est presque certain. Mais pourquoi choisir la couleur de peau comme critère, surtout comme, quand on vient de le voir, ce critère absolument cynique et d'une absurdité transparente dès le début, par l'exclusion des Irlandais, par exemple? Parce que ça a marché, tout simplement, parce qu'ils l'ont dit et les gens l'ont cru, ils ont embarqué. Quand il s'agit de recruter des Anglais pour conquérir les peuples inférieurs, speak white. Quand il s'agit de justifier les occupations, l'exploitation, le génocide, speak white. Mais quand il faut recruter les vaincus comme chair à canon pour de nouvelles conquêtes, pour entretenir encore un instant le mythe du profit, alors tous les hommes sont des frères, sur les affiches, certainement. Et c'est peut-être ce qui explique le renversement total de la place du racisme dans le discours impérial, qui correspond à la reprise du pouvoir britannique par les États-Unis. Oui, la puissance sur le trône a changé, mais la plupart des pans essentiels du discours impérial sont restés les mêmes. Le progrès, la science, l'évolution, la loi du plus fort, la loi du marché. Or, aujourd'hui, que reste-t-il au capitalisme à conquérir? Qui sur Terre résiste encore au charme voluptueux de la complicité confortable, à part les méchants, bien entendu? Historiquement, l'origine du renversement du racisme vers l'antiracisme remonte presque certainement à la guerre civile américaine. Le Nord et le Sud ont fait la guerre autour de la question de l'esclavage, c'est bien connu. L'esclavage, détail sur lequel on passe en général assez rapidement, qui existe avant tout pour des raisons économiques. Quand le Nord fait la guerre au Sud pour abolir l'esclavage, il est 100% certain que cela aura des conséquences drastiques sur l'économie et donc l'ensemble de la vie sociale et politique du Sud.
L'esclavage, c'est la main-d'œuvre à bon marché par excellence. Et le commerce des esclaves a joué un rôle crucial dans l'essor de l'Empire britannique et du monde anglo-saxon par conséquent. Le moment où le monde anglo-saxon voit la lumière, quant à l'horreur de l'esclavagisme, correspond avec une singulière précision avec celui où ce commerce cesse de lui être profitable économiquement et politiquement. Cela ne veut pas dire que l'anti-esclavagisme de Lincoln ou des gens du Nord était purement cynique et de mauvaise foi. Ce qu'il est, par contre, c'est de prétendre que chaque fois que quelqu'un du Sud mentionne que les gens du Nord le méprisent, ce qui est facile à confirmer, c'est qu'il est raciste et esclavagiste, qui est, à peu de choses près, ce qu'on entend sur une base à peu près quotidienne sur les chaînes de nouvelles américaines, par exemple. Tout cela sans parler de la situation des Noirs aux États-Unis, héritage justement de l'esclavage. Dans les années 60, 1960, les Noirs se faisaient encore brûler vivants, au moins dans le Sud. On peut être à la fois victime d'une injustice et un monstre. Ça se voit assez souvent. Les années 60, c'est l'époque de la décolonisation, que les puissances occidentales aient cessé ou pas d'exercer leur domination sur leurs anciennes colonies, après la décolonisation, est une autre question. Ce qui est certain, c'est que les anciennes puissances coloniales, qui cherchent à maintenir cette domination au grand jour, subissent de lourdes défaites, tant militaires que symboliques, l'Algérie, le Vietnam, Cuba. C'est aussi l'époque des droits civiques aux États-Unis. La situation est intenable et l'Empire le sait. C'est à ce moment que va s'opérer le renversement narratif. Le racisme ne marche plus. Qu'à cela ne tienne, l'Empire sera désormais anti-raciste. Personne ne peut s'opposer à l'antiracisme. Les crimes du régime rendent cette position indéfendable. Mais ni les actions, ni la structure, ni la logique, ni la politique impériale du régime ne changent quand il devient antiraciste. Son discours change. La trame narrative est la même, mais le bon et le méchant changent de place. Même réplique, mêmes acteurs, mais les rôles sont inversés. Le procédé est grossier, il est évident, mais il est efficace. C'est ainsi que Martin Luther King, un très grand homme, devient le porte-parole posthume de l'Empire qui, à toute fin pratique, l'a mis à mort. L'Empire américain, dont c'est la mission sacrée de dominer le monde. Et à l'heure de notre complicité planétaire, à nous tous, à l'heure où les marchés oscillent entre la jubilation et l'effondrement final, où meurent les abeilles et fondent les glaciers, où des continents de plastique flottent sur des océans dévastés. En cette heure tardive, l'antiracisme, ultime récupération d'un empire dont ce n'est pas le moindre crime, joue désormais le rôle crucial de nous convaincre de notre
innocence de nous faire croire narrativement à nous qui laissons faire, nous qui profitons, nous qui jouissons des miettes de ces crimes, nous qui les justifions, que nous sommes les justes. Oui, le racisme est stupide, malhonnête, nuisible, injustifiable, pire, à tout point de vue. Tout comme l'Empire, qui continue de se servir de lui et de nous. Alors, c'est probablement pas avec des topos comme celui-là que je suis sur le bord de me ramasser au Sénat. Ce qui honnêtement m'intéresse pas tellement. Donc, si vous voulez soutenir mon travail, ben vous pouvez le faire de différentes manières. Il y a des liens dans la description. Entre autres, j'ai des Patreon. Il n'y a pas beaucoup de contenu pour l'instant, mais c'est en préparation. J'ai aussi évidemment Trame narrative, mon bouquin. Il y a un GoFundMe. La manière la plus rapide, c'est probablement ça. Je suis aussi en train de préparer, j'ai eu l'idée en fin de semaine, un texte beaucoup plus court que je vais peut-être mettre en vente. Là, je vous le dis, là, c'est un truc peut-être d'une trentaine de pages. Une lecture mi-alchimique, mi-jungienne, si on veut, du tarot. Il y a une lecture intéressante qu'on peut faire du tarot, non pas d'un point de vue divinatoire, mais d'un point de vue, si on veut, alchimique. Puis je soupçonne que c'est plus ou moins ce que le tarot cherchait à faire à l'origine. Il y a des rapprochements qu'on pourrait faire, entre autres, à mon avis, avec les fameux Ox-Herding Pictures là, de la tradition bouddhiste. Fait que, puis il y a différentes manières, il y a différentes personnes, en vérité, qui ont tenté de présenter des lectures du tarot basées sur une sorte de vision initiatique ou d'individuation. Mais j'ai remarqué certaines choses que je trouve assez intéressantes, en vérité, puis que j'ai pas vu mentionner ailleurs. Donc, je prépare quelque chose là-dessus que vous pourriez voir que vous pourriez vous mentionner dans pas trop longtemps. Puis comme vous pouvez le voir, là, je suis pas encore là, c'est le champion de l'autopromotion, mais à tous ceux qui choisissent de m'aider, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Merci pour vos commentaires aussi, je l'apprécie énormément, puis à ceux qui partagent, là, je mentionne pas après chacune de mes vidéos, cliquez like et subscribe parce que je trouve ça insupportable, honnêtement. Mais à ceux qui le font, vraiment merci. Là. Et recommandation pour finir, ben la recommandation la plus évidente, c'est The Secret of NIMH, en fait, parce que c'est un autre film d'animation un peu avant, mais des années 80, de 82, je pense, réalisé, je crois, par Don Bluth, qui a fait plus tard, je pense que c'est lui qui a fait Fievel au Far West. Là. Il y a des points de comparaison intéressants avec Felidae. C'est moins un film d'horreur, mais il y a quand même des aspects de fantastique, puis il y a un côté science-fiction, puis, entre autres, il y a une subversion de l'idée de film d'animation avec l'animal anthropomorphisé, via la science-fiction. Donc, une subversion par la science-fiction de ce procédé-là. Puis, c'est assez intéressant. Ça m'a surpris quand j'avais écouté le film. Un film que j'ai bien aimé. C'est pas le plus grand film d'animation de tous les temps, mais c'est un excellent film à découvrir ou à redécouvrir. Si vous avez le choix, ceci dit, entre écouter Secret of NIMH, qui est très bon, ou Felidae, qui est excellent, ben vous aurez compris que je vous recommande plutôt Felidae parce qu'estifique c'est bon. Fait que pourquoi c'est bon, Felidae? Parce que c'est comme un film de Disney, si Disney était un Allemand qui faisait un film de science-fiction, barre oblique, horreur, barre oblique, fantastique, barre oblique, tueur en série, hyper atmosphérique, hyper intelligent, avec des chats.